Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solène Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids et l'autrice du livre « Préparez aujourd'hui vos enfants au monde de demain ». Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes experts et des invités autour des questions d'éducation du XXIe siècle. C'est parti! Alors aujourd'hui, dans les experts réguliers, j'ai avec moi Amélia Matar, notre numérique mama, fondatrice de Coloris, Émilie Berthet, notre Zen Master sophrologue, et notre invitée spéciale en direct de Montréal, Aimée Véré, poète et autrice. Aujourd'hui, on va aborder un certain nombre de sujets. C'est les vacances de la Toussaint. Les enfants sont peut-être soit excités, soit effrayés. Donc, on va parler de sujets comme Halloween. Allez, on passe à notre débat de la semaine. Est-ce que il faut fêter Halloween en France pour ou contre ? Alors, ça fait à peu près 30 ans que Halloween, cette fête d'origine irlandaise, a débarqué en France. Certains y voient une occasion de s'amuser, tandis que d'autres critiquent son aspect commercial, voire morbide. Alors, on a Aimée qui, outre-Atlantique, je pense, c'est sûr, fête Halloween, parce que en outre-Atlantique, c'est devenu quelque chose, une fête super importante. Alors, faut savoir que il y a plus de 6 Français sur 10, 61% précisément, qui déclarent fêter Halloween. Et c'est 76% quand c'est les 18-24 ans. Et donc, on a quand même pas mal de personnes qui fêtent Halloween. Après, moi, je pense que on fête peut-être Halloween différemment en France. On va plutôt faire une fête entre amis ou acheter des bonbons et décorer la maison. Alors que outre-Atlantique, je pense qu'on va plutôt dehors, frapper aux portes, etc. Alors, quels sont les arguments pour ou contre fêter Halloween? Vous fêtez Halloween, vous? Moi, évidemment. Alors, vas-y, Depuis, raconte-nous. Raconte-nous pourquoi tu fêtes Halloween, qu'est-ce que t'aimes dans cette fête? oui, je peux en fait vous débiter tous mes arguments pour. Moi, j'ai toujours fêté l'Halloween. Pour moi, ça a toujours fait partie de ma vie. Et puis même, c'était presque une surprise d'apprendre qu'en Europe, c'était pas tout le monde qui fêtait l'Halloween. Comme ça va de soi. Puis c'est une fête qui est extrêmement appréciée. Évidemment, on a les bonbons et tout ça. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que oui, on peut critiquer le caractère commercial, mais en même temps, toutes les fêtes ont maintenant un aspect commercial, là, que ce soit Noël, la Saint-Valentin, Pâques, on n'y échappe pas. Donc, puis aussi, c'est une fête qui a des origines païennes. Ça nous sort un peu de nos petites traditions catho, là. Puis c'est une fête qui est communautaire. Donc oui, en Noël, on va fêter en famille ou avec des amis, mais à l'Halloween, ici, on ouvre notre porte aux voisins, aux voisines. On donne des choses à des personnes qu'on ne connaît pas. Et puis moi, je trouve que c'est un aspect qui est vraiment enrichissant. Puis vous pouvez constater que ce n'est qu'un échantillon de mon décor derrière moi. Devant chez moi, j'ai beaucoup de décorations. Et puis les enfants du voisinage m'en parlent toute l'année. Ils me disent « Ah, c'est ici la maison avec les décorations. On vient chercher des bonbons. » Je me suis fait des amis. Donc, c'est vraiment une fête qui a un beau côté. Et puis, il y a le côté morbide, évidemment, qui est vraiment important. Je pense que c'est une bonne chose parce que on veut protéger les enfants des émotions négatives et c'est normal, mais c'est pas nécessairement souhaitable. C'est l'occasion aussi de les apprivoiser d'une manière ludique et sécuritaire. Donc la fameuse catharsis. Puis il y a beaucoup, en tout cas ici, il y a beaucoup de contenu, que ce soit des livres, des films, des émissions qui sont adaptés à tous les âges. Donc ils peuvent avoir un niveau de frayeur moindre. Puis bon, la peur, c'est une façon d'en apprendre plus sur l'enfant. De quoi a-t-il peur? Ça peut exprimer ses besoins, son imagination, ses angoisses. Puis il y a un petit côté carnavalesque amusant aussi. Les enfants peuvent se déguiser en choses ou en personne, mais en choses aussi, en super-héros, en sorcière, donc, acquérir un certain pouvoir ou en choses dont ils ont peur et donc le maîtriser et voir les adultes devenir des enfants, s'amuser, parce que souvent, nous, dans les écoles, les professeurs vont se déguiser.
dans les bureaux entre adultes. Donc, c'est comme un petit renversement de l'ordre établi. Et nous, on n'a pas de congé ici. Hein. Vous avez un congé. Nous, on n'a pas de congé. Donc, les jeunes vont faire la tournée d'Halloween et le lendemain, ils vont à l'école. Donc, c'est amusant d'avoir une éruption, une interruption, pardon, dans notre routine qui, moi, je trouve, fait vraiment du bien. Parce que tout le monde se déguise. Tout le monde se déguise chez vous. Ben, il y a des gens qui aiment pas ça, évidemment, là, comme partout. Alors, généralement, même il y a des concours de costumes ou dans les bureaux, au travail, il y a beaucoup de fêtes. Donc, les fêtes vont souvent être le vendredi, le samedi soir, des parties, là, comme on dit, on se déguise puis on fête, mais le 31, là, c'est le porte-à-porte, puis ça peut tomber pendant la semaine, ça dépend des jours. Donc, il y a comme deux volets, si on veut, là, le volet adulte, le volet enfant. Puis, mais dans les écoles, là, les enfants se déguisent, ils vont à l'école déguisés, ça, c'est sûr. C'est vraiment important, puis il y a des décorations, les jeunes bricolent, fabriquent des décorations, les histoires. Donc, c'est vraiment très, très populaire ici, puis je pense pas que ça va... Amélia, vous fêtez Halloween? Moi, je fête pas, je sais pas trop comment le fêter vraiment. Pourtant, je suis le bon public parce que j'adore les films d'horreur, j'adore avoir la trouille quand je regarde des films, etc. Mais je sais pas trop quoi faire pour fêter Halloween, et je pense que c'est parce que effectivement, culturellement, on n'a pas trop baigné dedans. La France a été vraiment le village gaulois à résister à Halloween le plus longtemps possible. Et c'est bizarre parce que je trouve qu'il y a des années où il se passe plein de trucs et il y a d'autres années où il se passe rien. Et cette année, c'est un peu une année pas grand-chose, enfin pour moi dans mon quotidien. Et donc, je vais pas forcément fêter Halloween. Non, je vais pas faire grand-chose. Moi, c'est vraiment très lié aux enfants en fait. Et là, mes enfants, ils sont chez les papis-mamies. Et donc du coup, quand ils étaient là, donc c'était il y a 2 ans, on avait fait un truc vachement sympa parce qu'il y avait une maman qui s'était saisie de ça et qui est une maman hyper créative et qui avait redécoré sa maison, inventé plein de jeux, préparé plein de gâteaux autour du thème, etc. Et on était du coup allés faire du porte-à-porte pour collecter des bonbons. Mais là, comme j'ai pas les enfants, c'est vrai que j'ai pas du tout prévu de le fêter. J'ai le sentiment que c'est une fête qui est quand même très associée à l'enfance, quoi, aux enfants, en fait, de se déguiser, etc. Et alors on l'a fait l'année dernière juste en famille réduite. Et moi, dans mon quartier, mon fils raconte souvent cette anecdote. On a collecté une sucette, il l'a fait tomber dans le caniveau. Ah oui, en fait, il a essayé de faire du porte-à-porte et personne n'a. Et en fait, non, c'était pas du tout dans le voisinage. Entrer dans les mœurs, et limite les gens nous regardaient derrière le rideau. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc non, c'était un petit peu raté. Ouais, moi je trouve ça plutôt sympa, et pareil que toi, Amy, je suis plutôt bon public. Et en plus, c'est vrai que ça arrive à un moment où on est quand même assez éloigné de l'été, c'est pas encore Noël. Novembre, c'est quand même assez lugubre. Enfin, on arrive vers novembre, c'est pas une période qui est des plus réjouissantes. Donc c'est sympa d'avoir une fête qui ponctue un peu et qui apporte un peu de joie. Mais bon, je pense que c'est encore assez inégal sur le territoire, quoi. Mais moi, je pense que le fait que ça tombe pendant les vacances scolaires dessert aussi. Parce que, en fait, moi, j'ai l'impression que quand que Halloween tombe à un moment où il y a école, ils en parlent entre eux et du coup, il y a une émulsion et ils sont en mode, une émulation et ils sont en mode, on va sonner chez les uns et les autres, avoir des bonbons chez les uns et les autres. Alors que là, comme c'est les vacances, on sait pas qui est là, qui n'est pas là. Donc, ils savent pas trop comment se rejoindre. Et après, ouais, moi, je sais que c'est très inégal parce qu'il y a 2 ans, je m'étais embarquée dans les citrouilles. C'est dur, hein, quand même, de faire une citrouille, de la creuser et tout. Ça développe la créativité, mais j'avais dû faire 3 citrouilles pour chacun des enfants, c'est balèze, hein, quand même, hein, de faire les citrouilles. Mais là, je sais que mes fils, pour les vacances, là, ils ont embarqué les déguisements de Pirates et Spider-Man au cas où il se passe quelque chose, quoi. Mais ça dépend vraiment du moment où ça tombe et de qui le fête pas. Et moi, j'avais l'impression que, enfin, je sais pas vous, mais moi, quand j'étais ado, j'avais l'impression que je le fêtais plus qu'aujourd'hui. Moi, j'ai pas de souvenir. Moi, je me rappelle, j'ai eu des fêtes et tout dans mon quartier. Et dans mon quartier, tout le monde le faisait, tout le monde jouait le jeu.
toutes les maisons étaient décorées et les gens vraiment jouaient le jeu. Parce que c'est vrai qu'aussi il y a une différence entre les quartiers pavillonnaires et les immeubles, parce que il suffit qu'il y en ait un qui fasse une belle porte avec des toiles d'araignée. Bah en fait on sait qu'on peut y aller et on sait qu'on peut aller prendre des bonbons, alors que quand tu fais un immeuble, les gens généralement ils vont pas décorer leur porte, quoi. Mais c'est assez intéressant. Et alors en faisant des recherches sur le sujet, moi je suis quand même tombée sur un article de l'Association internationale des prêtres exorcistes, qui est une association agréée par le Vatican, qui regroupe 900 prêtres exorcistes dans le monde entier. Et en fait, ils viennent juste de sortir un communiqué de presse là. Enfin, je vous dis ça, c'est tout frais, hein, j'ai lu ça hier. Et ils ont sorti un livre pour dénoncer les dérives et les déviances d'Halloween. Et ils disent aujourd'hui, la fête d'Halloween semble étroitement liée à des réalités sombres et obscures telles que la sorcellerie et le satanisme. Et donc, ils sont en mode anti-Halloween, hein, à l'Association internationale des prêtres exorcistes. Donc, je veux dire, si une association agréée par le Vatican prend des positions sur Halloween, c'est que c'est quand même un sujet qui porte à débat, quoi. Toujours compter sur les... Quand on a du plaisir, on peut toujours compter sur les prêtres pour gérer. Pour nous dire que non, c'est pas très bien. Non, mais il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle donc de cette association qui s'appelle l'obscure fascination d'Halloween. Voilà. Donc il y a un petit sujet quand même. Ça dépend vraiment des familles, des enfants, de oui, je pense qu'il y en a qui le font pas comme nous, on vient de l'expliquer, quoi. C'est pour ça, parce que pour sortir un livre comme ça, il doit y avoir des rituels ou je sais pas, mais ça doit être les déguisements. Ça doit être les déguisements qui font vraiment trop peur. C'est vrai que nous, Halloween, enfin en France, enfin pour moi, Halloween en France a débarqué avec le film E.T. où en fait on les voit sortir pour cette fête, se déguiser, etc. Et moi je pense que c'est la première fois en regardant E.T. que j'ai vu Halloween et à quoi ça ressemblait, que ça a vraiment débarqué en France. Mais bon, il y a quand même les confiseurs, eux, ils sont quand même contents parce que les confiseurs, eux, ils disent que ils ont des bonbons qui sont écoulés et que même cette année ça va marcher parce qu'ils vendent plus de bonbons à la période d'Halloween. Donc juste avant la trêve des confiseurs qui va commencer en décembre, et c'est très bien pour eux. Voilà, bon c'était notre débat pour ou contre Halloween. Vous avez compris. La conclusion c'est chacun fait ce qui lui plaît. Mais si vous avez décidé de déménager outre-Atlantique et à Montréal, vous serez obligé de le fêter. C'est un incontournable. On vous souhaite une bonne fête d'Halloween et surtout n'abusez pas trop des bonbons ou alors parce que c'est Halloween, abusez-en un max. Allez, on arrive à la troisième partie de l'émission, l'invité. Alors, Halloween, comme souvent, ça tombe pendant la fête de la Toussaint. Et donc, moi, j'avais envie d'aborder ce sujet de la fête de la Toussaint qui peut-être est le bon moment pour aborder ce sujet un peu tabou avec nos enfants, qui est le sujet du deuil. Parce que... on fête les morts, parfois on va au cimetière déposer des fleurs et donc ça peut être le beau moment pour parler de ce sujet un peu compliqué avec nos enfants. Et donc Aimée, moi je t'ai connue parce qu'il y avait un livre que tu as écrit et donc que je montre qui s'appelle Le deuil raconté aux enfants. Donc juste avant de parler de ce livre, je vais te présenter un petit peu plus. Donc tu es née à Montréal, tu es autrice et jeunesse, éditrice et poète. Tu as fait une maîtrise en création littéraire et tu as ton écriture qui est influencée par la cinéphilie et par la danse orientale et la pratique du ballet classique. Donc faudra que tu nous expliques comment ça influence ton écriture. Tu as publié différents recueils de poésie, dont Les Monstres marins,
des romans jeunesse publiés aux éditions de Mortagne qui s'adressent aux enfants de primaire et aux ados. Et donc, tu as été finaliste de plusieurs prix, dont le prix de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse en 2022. Et donc, tu abordes différents sujets d'actualité qui touchent souvent les enfants, comme le TDAH, l'anxiété, l'autisme. Donc en fait, tu vas souvent aller creuser des sujets qui sont pas des sujets communs, qui peuvent être vus par des personnes comme des sujets tabous. Et donc ma première question, c'est peut-être pourquoi est-ce que tu vas sur ces sujets-là qui peuvent paraître un petit peu tabous ou non exploités par pour certaines personnes. En fait, pour clarifier, moi, j'ai écrit sur le deuil et la douance, qu'on appelle ici le haut potentiel intellectuel, on appelle ça la douance. Puis les autres sujets ont été abordés par d'autres personnes, mais moi, j'ai travaillé à titre d'éditrice pour une collection qui s'appelle soit le deuil raconté aux enfants ou le deuil boîte à outils. Donc, c'est des livres qui vont ensemble. Puis ça, c'est publié par les éditions de Mortagne. C'est eux qui font ce choix-là de choisir des sujets plus tabous. Ils ont même une collection de romans pour adolescents qui s'appelle la collection Tabou, carrément. Donc ça, j'ai publié ce livre dans cette collection, mais il y en a plus d'une soixantaine. Donc plus d'une soixantaine de sujets tabous qui sont abordés pour dans ce cas-ci, les adolescents, mais dans le cas des guides comme celui sur le deuil, là, on parle d'enfants plus jeunes. Puis moi, j'ai remarqué que quand je suis allée au Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil l'an dernier, que les Français et Françaises étaient vraiment interpellés par ces sujets-là et ils semblaient exprimer que ça manquait peut-être en France dans la littérature, surtout qui s'adresse vraiment aux enfants. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être des sujets qui sont abordés dans des guides pour les parents, les intervenants, mais moins pour cette vulgarisation pour les enfants. Puis, par exemple, dans mon livre, Le deuil raconté aux enfants, il y a deux parties. Il y a une partie qui est un conte, une petite histoire pour apprivoiser et s'identifier au personnage. Et ensuite, il y a une section plus pas théorique, mais d'informations sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui arrive au corps, quels sont les différents rites funéraires dans différentes traditions. Donc, pour donner, des fois, passer par-dessus une peur ou un chagrin, ça aide d'avoir des informations concrètes auxquelles se rattacher ou des gestes concrets qu'on peut faire pour passer à travers des situations difficiles. Puis, dans le livre, en fait, moi et mon éditrice, on s'est interrogé sur quel type de deuil on allait aborder parce que il y avait, le deuil d'une personne, le deuil d'un camarade ou le deuil... Bon, finalement, on a choisi le deuil d'un chien parce qu'on s'est dit que le deuil animalier était probablement le plus commun pour un enfant. Et c'est aussi une porte d'entrée dans l'histoire qui permet de parler avec la grand-maman qui va évoquer son éventuel décès. Donc, on peut commencer à préparer les enfants aussi avant que l'inévitable se produise. C'est une source d'angoisse aussi pour les enfants de ne pas savoir quand ça va arriver. Malheureusement, on ne peut pas leur répondre, mais on peut quand même avoir des discussions là, sur le sujet. Donc, ça fait partie de la vocation de cette collection-là aux éditions de Mortagne qui raconter aux enfants, toujours une petite histoire avec un personnage qui vit une situation, par exemple, qui est aux prises avec un TDA ou des choses comme ça, puis des informations pratiques à la fin, mais pour les enfants. Et ensuite, on a des guides pour les adultes qui sont évidemment beaucoup plus étoffés. Et donc toi, sur ce livre, tu as travaillé avec une psychologue, mais au départ, en fait, c'est l'éditeur qui t'a dit, j'aimerais un livre sur le deuil, ou toi, c'était déjà une idée que tu avais? C'est que la psychologue avait écrit le livre pour les adultes et puis ils m'ont demandé, comme j'étais autrice jeunesse, de faire le livre pour les enfants. Et puis moi, ça m'interpellait quand même comme sujet parce que j'avais un chien vieillissant, justement, parlant de deuil animalier. Puis aussi parce que je suis attirée par ces sujets, là, comme tu l'as dit tout à l'heure, les sujets plus tabous, plus difficiles qui viennent chercher les émotions.
Moi, je pense toujours à la littérature jeunesse comme à l'école des émotions, là, identifier, un peu comme le jeu de cartes d'Émilie, identifier des émotions, puis à apprendre à composer avec lui par la fiction. Donc, oui, ça m'intéressait vraiment d'écrire sur le deuil. Et puis ensuite, ben, le livre est illustré, donc j'ai eu la chance d'avoir des illustrations par Jean Morin. Puis juste voir les illustrations, ça m'émouvait. Donc, le pouvoir d'un livre passe par toutes les facettes, là. Je montre les illustrations parce que le livre est très bien fait. Moi, je trouve que l'histoire, le cheminement avec le chien, la discussion avec les parents, puis la discussion de la grand-mère qui va expliquer la perte de son mari. Enfin, je trouve que voilà, l'histoire et le cheminement est très bien fait et enfin, je pense que c'est très facile du coup de lire le livre avec ses enfants et d'aborder le sujet. Et après toute la deuxième partie, alors moi j'aime beaucoup parce que vous abordez un sujet que j'aime bien et que j'aborde aussi moi dans l'application de SoftKids où on explique le choc, le fait qu'il va falloir qu'on se réorganise, le fait que on va devoir s'adapter. Donc en fait, il y a toutes les émotions que vont ressentir l'enfant pour l'aider à mieux comprendre. Et c'est vrai que c'est ce process, ce process du deuil, hein, la courbe du deuil, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup et qui, je pense, aide énormément dans ce genre de situation, parce que de toute façon, on sait que ces situations arrivent inévitablement un jour ou un autre, et c'est bien de prévenir. Et moi, je me rappelle qu'on avait eu cette discussion en soirée parents-psy à la crèche avec la psychologue, justement, il y avait un parent qui posait la question, est-ce qu'il faut en parler, le dire ou le pas dire? Et sa réponse c'était, mais les enfants comprennent tout, et donc il faut tout leur dire. Et je pense que le souci en France, quand tu dis que quand t'as été au salon de la jeunesse et du livre à Montreuil, qu'on t'a dit oui, nous en fait on n'aborde pas trop ces sujets, c'est parce qu'en France on a tendance à penser que tout doit venir des adultes, que c'est les adultes qui doivent apprendre la posture et que les enfants sont pas assez grands pour comprendre ces sujets. Nous on dit toujours, enfin je sais pas si c'est le cas en Québec, mais c'est un truc pour les grands, c'est des histoires de grands, enfin et donc on va pas se mettre à leur hauteur alors qu'ils sont parfaitement, je pense, capables de comprendre. Voilà, je sais pas, Émilie, Amélia, si ça vous évoque des choses. Oui, je me dis aussi que peut-être en tant qu'adulte, on évite le sujet parce que c'est quelque chose qui peut faire mal aussi d'en parler, d'anticiper. C'est une émotion et une projection dans une situation. Quand je pense à un proche, quoi que ce soit, qu'on n'a pas forcément envie d'anticiper. Et c'est peut-être ce qui bloque aussi parfois le fait d'aller devant, je pense, moins tabou et plutôt éviter le problème, tu vois, comme parfois éviter des rendez-vous médicaux, éviter des trucs quand on n'aime pas trop, etc. Pour se dire, on passe à côté. Mais par contre, effectivement, moi, je serais plus de l'idée de se dire, d'en discuter justement par le biais des outils que tu proposes, Aimé, avec ton travail, parce que ça permet à la fois de dire que ça existe, de prendre conscience aussi d'un cycle de vie, de le mettre par la métaphore, par l'imaginaire, et puis l'émotion, elle viendra au moment peut-être où un drame arrivera, mais en tout cas, on pourra ressortir cet outil. C'est toujours mieux d'anticiper et travailler sur, de dire que ça existe et de peut-être partager justement pourquoi, en tant qu'adulte, c'est compliqué pour nous d'aborder ce sujet aussi. Ça peut être pas mal aussi avec nos enfants. Oui, là-dessus, j'ai une expérience très personnelle. Encore une fois, je viens de raconter ma vie ici, en fait. Alors, pour le coup, qui est pas très rigolote, mais j'avais ma mamie qui vivait aux Antilles. Donc, par rapport à la France métropolitaine, ça fait un petit voyage. Qui était très âgée, qui avait 97 ans et qui voulait absolument rencontrer mes enfants. Enfin, elle avait déjà rencontré mon fils, mais elle voulait rencontrer ma plus petite, ma fille. Et donc, j'ai emmené les enfants dans ce voyage un peu de découverte de leurs racines, et ils ont fait la rencontre de leur arrière-grand-mère. C'était hyper émouvant. Un chouette moment. Et quand on est rentré, elle est partie, elle est décédée quelques temps après, très peu de temps. Et c'est vrai que j'avais pas du tout appréhendé la façon de transmettre cette information à mes enfants.
et notamment à mon fils qui à l'époque avait 8 ans, et je lui ai dit un peu brute de décoffrage, bon bah voilà, mamie Paulette est partie, et je l'ai vu s'effondrer. J'étais assez surprise, enfin parce qu'il l'avait vu quelques fois, et voilà, il l'avait vu lors de ce voyage qui était assez récent, mais j'avais pas pris conscience que cette voilà cette mort pouvait avoir une incidence aussi forte sur lui, et c'est vrai que j'avais pas du tout les outils, j'avais pas du tout les ressources voilà pour accompagner ça. Enfin donc j'ai accueilli son émotion évidemment, je lui ai fait un gros câlin, voilà, comme n'importe quelle maman probablement le ferait, mais c'est vrai que on n'est pas du tout outillé. On parle beaucoup de parentalité en ce moment, on parle de plein d'aspects de la parentalité, mais cet aspect-là est très très peu abordé, quoi. Donc, en tout cas, moi, je pense que ça peut être un bon moment, là, c'est la Toussaint, donc le 1er novembre. Pourquoi c'est férié? Pourquoi est-ce que, on explique aux enfants pourquoi c'est férié? Et ça peut être l'occasion. En plus, j'ai vu, Aimé, je sais pas si t'es au courant, mais ton livre, il ressort, en France, à la Fnac, là. Je sais pas s'il y a eu une réédition, mais il est dans les sorties de la Fnac de ce mois-ci. Je pense qu'il est sorti plus tard en France. Il y a toujours un petit décalage, donc peut-être qu'il est considéré comme une nouveauté, mais ça fait je pense que ça fait 1 an qu'il est sorti au Canada. Donc là, il est en nouveauté Fnac. Donc je pense que c'est peut-être le moment d'aborder ce sujet et de faire un peu de prévention. Parce que malheureusement, même si moi, mes enfants me disent qu'ils vont être éternels et que grâce aux robots et aux puces, ils vont pouvoir vivre toute leur vie, je suis pas sûre que ça arrive tout de suite. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à acheter ce livre qui est tip top pour pouvoir aborder ça sereinement avec vos enfants. Donc maintenant on va passer à l'avant-dernière rubrique, la rubrique au secours, aidez-moi. Et donc là on a un parent qui dit mon enfant a peur des déguisements. C'est un peu, il y a plein d'enfants aussi, ils ont peur des clowns ou ce genre de choses. Là, c'est les déguisements. Donc, comment puis-je l'aider à mieux comprendre et gérer ses peurs s'il participe aux festivités d'Halloween? Déjà sur ça, j'ai envie de dire que effectivement le but du déguisement est de faire peur. Donc déjà que sa réaction est assez logique. Le Halloween, voilà, on cherche à se faire peur. C'est peut-être aussi difficile de comprendre en tant qu'enfant pourquoi on va chercher cette émotion qui est pas forcément toujours celle qu'on a envie d'explorer. Et je pense que déjà le point, c'est de dire qu'effectivement c'est une mise en scène, que c'est des costumes et qu'il y a vraiment quelqu'un en dessous. Et ça peut être aussi marrant d'imaginer la personne qui est en dessous ou d'imaginer pour le rassurer en fait, pour rassurer l'enfant, de projeter ça. Je pensais aussi quand tu disais ça. Qu'est-ce qui provoque cette peur? Est-ce que ça lui rappelle quelque chose à l'enfant? Est-ce que ça évoque quelque chose? Est-ce que ça le relie à autre chose? Donc ça peut être l'occasion d'une discussion aussi. Je pense aussi en tant qu'adulte, on peut parler de ces peurs à nous aussi. Ça peut être l'occasion de partager, de dire que c'est normal d'avoir peur, qu'il y a des choses à avoir peur. Par contre, effectivement, si la peur elle prend un peu trop le dessus, ce qui peut être intéressant, c'est de lui dire qu'il y a des personnes en dessous et qu'elles peuvent être rigolotes et il peut rigoler là-dessus. Et s'il a envie de participer aussi à Halloween, on peut partager, voir quel costume y aller progressivement. En fait, je veux dire, on n'est pas non plus obligé de montrer aux enfants les costumes les plus horribles et les choses les plus horribles. Ouais, voilà, mais de commencer par une petite citrouille ou je sais pas quoi et que l'enfant s'amuse avec la peur, et voilà, que tout doucement il aille vers cette émotion et voir comment il réagit et puis après aller vers des costumes un petit peu plus sangliers. Ouais. Ça me fait penser à mon meilleur costume d'Halloween. Faudrait que je retrouve la photo. C'est quoi? J'étais déguisée en citrouille, justement. Mais j'avais mis plein de mousse à l'intérieur. Du coup, j'étais vraiment... c'était pas juste... c'était... oui, une grosse boule. Non, une grosse... Voilà. Ouais. Best costume ever d'Halloween pour ma part. Mais c'est ça, y aller peut-être progressivement, en tout cas, voilà, et voir si peut-être il a vu quelque chose qui fait peur. Et parfois, les enfants tombent aussi sur des vidéos, etc., qui sont pas adaptées à leur âge. Et qu'est-ce que ça peut rappeler, autour d'Halloween, autour du costume, autour de tout ça. Et effectivement, faire comprendre qu'on joue avec une émotion, on joue avec la peur. C'est aussi un apprentissage de se dire
pourquoi les adultes font ça ou les enfants font ça, et voir comment l'enfant voilà, évolue par rapport à tout ça, à tous ces outils, quoi. Bah, c'est vrai que la peur, c'est ce qu'on appelle la peur ludique, la peur qu'on a dans Halloween, ou qu'on retrouve aussi dans les contes, dans les récits enfantins. Ça fait partie aussi de l'apprentissage du jeune enfant, voilà, de l'apprivoiser, de ce que tu dis, Émilie, hein, de jouer avec. Et je pense que, comme Émilie, il faut d'abord accueillir cette peur, c'est-à-dire le jeune enfant qui est effrayé. Je pense que le pire, c'est de lui dire «Ah, ça va, c'est bon, c'est des déguisements». Non, c'est au contraire, il faut dire «Ah, je vois que t'as peur, c'est normal, c'est effrayant, etc.» Ce qui est important aussi, je pense, des parents de très jeunes enfants qui nous écoutent, c'est qu'il faut quand même avoir conscience qu'en deçà d'un certain âge, l'enfant ne peut pas distinguer l'imaginaire du réel, a du mal à faire la part des choses entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Et donc, c'est normal pour des enfants très petits d'être impressionnés par des costumes qui seraient très spectaculaires, foisonnants. Et donc voilà, je rejoins là aussi Émilie sur le fait qu'il faut y aller mollo, tranquillement, observer son enfant. De toute façon, en éducation, c'est tout le temps ça, quoi. C'est commencer par observer son enfant. Certains enfants, même petits, n'auront pas peur, et puis d'autres vont être effrayés. Et du coup, adapter effectivement l'environnement à la singularité de notre enfant, qui n'est pas celui d'à côté. Et voilà, il va falloir composer avec sa spécificité. Je vais ajouter que même si il y a des adultes ou des ados, des adolescents qui aiment avoir des costumes vraiment effrayants, je pense que personne ne souhaite vraiment faire peur à un enfant à un point où il se sent très mal. Et donc, si on croise un enfant qui a peur et tout ça, on peut lui montrer que c'est qu'un déguisement, et puis que personne va insister pour le terroriser. Donc, c'est possible de s'entendre si c'est avec des personnes qu'on connaît pas non plus. Ils vont faire l'effort de quand même rassurer l'enfant, de montrer que c'est juste un déguisement. Puis, tous les déguisements ne sont pas effrayants. En tout cas, ici, on a beaucoup de fées, puis de princesses et de Mario, de Nintendo, ou je ne sais trop, du super-héros, tout ça. Donc, on peut choisir les endroits où on va aussi, choisir le public, puis c'est ça, je pense que tout le monde collabore quand même là, pour ne pas effrayer les enfants qui sont très jeunes et qui sont impressionnables. Et même ceux qui sont effrayants sont parfois sympas. Moi, je dis toujours, Casper, ça doit être un fantôme, il est très cool. Hein. Donc, ouais, c'est vrai. Il est mignon. Il est mignon. Restons aussi sur le fait qu'il y a plein de méchants qui sont hyper sympas. Oui, Émilie, on va passer à la dernière rubrique. Alors, on a commencé par parler français et orthographe, et on va terminer par parler anglais. Vous êtes prête? Donc, Aimée, tu es là pour corriger notre accent, hein? Parce que je pense que toi, ton accent anglais doit être meilleur que notre Frenchy accent. Je suis pas pire, comme on dit. Alors, dans notre rubrique Qu'est-ce qu'ils disent, aujourd'hui, on va parler des 10 mots les plus utilisés pour Halloween. Donc, je vous donne les mots en français et vous me les donnez en anglais. Je suis nulle en anglais, Ça va être facile. Allez, le premier mot le plus utilisé pendant Halloween, c'est fantôme. Ghost. Ghost, ouais. Ça va. Ça va. Le deuxième mot le plus utilisé pendant Halloween, en fait, c'est Halloween. Donc, Aimée, est-ce que tu peux nous dire Halloween avec un super accent? Accent anglais ou accent québécois? Vas-y, fais les deux, comme ça on va pouvoir... Nous, on va dire... j'essaie de le dire normalement, c'est l'Halloween. Déjà, vous dites l'Halloween. On dit l'Halloween. Non, on met un déterminant. Oui. D'accord. Puis, Halloween. Voilà. On sent le H aspiré à mort. Trop bien. Allez, un autre mot avec un H aspiré et un H muet en français. Hanté. Hunt. Non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Voilà, mais bien, on sent que t'as travaillé le H aspiré, toi, en cours d'anglais. Allez, celui-là, il est difficile, je trouve. Si vous avez pas suivi votre cours, justement, spécial Halloween en anglais,
L'autre mot très utilisé, c'est citrouille lanterne. Oui, j'ai jamais dit citrouille lanterne de ma vie. Nous, on disait citrouille, mais... Eh ben, c'est parce qu'au Québec, vous dites pas citrouille lanterne. J'imagine que c'est jack-o'-lantern. Et c'est ça. Ouais, c'est ça. ok. C'est la traduction de jack-o'-lantern en anglais. Et vous dites quoi en québécois? Juste citrouille? Citrouille. J'ai découpé ma citrouille, j'ai fait une citrouille. Okay. Mais je pense qu'en anglais, ils disent skeleton jack pour un squelette, et puis que c'est pour ça que c'est devenu jack-o'-lantern. Mais je suis pas certaine. Allez, monstre! Bon, Émilie, là, tu t'en as pas trouvé un seul, là? Mais si, j'ai dit ghost au début. Monster. C'est ça. Monster. Bravo. Allez. Araignée. Spider, non? Ah oui, bah oui. Comment des bonbons ou un sort? Treat or trick. C'est ça? Ouais, trick or treat. Ouais, ça passe mieux avec l'accent anglais québécois, je trouve. Dans un film que j'ai déjà entendu, une gâterie où je t'ennuie. C'est une traduction. Ouais, c'est pas la même Quand j'étais un enfant, je comprenais même pas pourquoi ils disaient ça. Quand j'ai compris que c'était la traduction de trick or treat, mais nous on dit pas ça au Québec, on cogne puis bonjour. C'est les anglophones qui disent ça. C'est les anglophones qui disent ça. Okay. Vampire. Vampire. Toi, Amélia, on voit que t'as bossé l'accent en cours d'anglais. Hein. Loup-garou. C'est ça. Ah, heureusement qu'on a aimé avec nous parce que moi, celui-là, je ne l'avais pas. Nul. Zombie. Il n'y avait pas une série, c'était quoi le nom? Et moi, je pense à Walking Dead, mais c'est pas ça. Ouais, voilà. C'est quel zombie, non? Zombies. C'est ça. Et allez, la dernière. Sorcière. Witch. Ah oui. C'est ça. Bravo, Émilie. Bon, ben voilà, vous avez les 10 mots les plus utilisés pour Halloween en français et en anglais. Et donc, c'est la fin de notre épisode. Merci beaucoup à toutes les trois pour cette discussion riche et inspirante. J'espère que vous êtes repartis avec plein d'idées pour cette période d'Halloween et des vacances de la Toussaint. Si vous avez aimé cet épisode de Génération Parents, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de podcast ou sur YouTube et de nous laisser un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Merci.